En 2015, Aliko Dangote a accordé une interview au magazine Africa 24 qui avait fait un grand tollé à l'époque. Parce que dans cette interview, il expliquait que les pays francophones n'ont pas de contrôle sur leurs économies. Mais bien au contraire, ce sont des multinationales étrangères qui contrôlent et pilotent ces pays-là. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez peut-être un peu mieux comprendre l'une des raisons pour lesquelles je fais du business et j'encourage les Africains à se lancer dans le business. Il est grand temps que l'on arrête de bavarder et que l'on commence à lancer de gros business. Les enjeux sont énormes. Alors, il faut savoir qu'une étude a été menée en Afrique et a démontré que les 5 secteurs qui généraient le plus de multimilliardaires en Afrique étaient la banque, l'assurance, les brasseries, les énergies et la cimenterie. Ce sont les 5 industries qui génèrent le plus de multimilliardaires en Afrique. Et en gros, ça veut dire que si vous voulez devenir super riche en Afrique, vous devez vous lancer dans l'une de ces industries-là. Mais le constat, il est clair. Quand vous prenez les pays francophones, vous allez vous rendre compte que ces 5 industries dont je viens de parler sont détenues par des étrangers. Prenons les 3 premières économies africaines. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays-là ont, dans les 5 domaines que je viens de dire, une société étrangère qui est leader. Pour les banques, c'est généralement la Société Générale. Dans les 3 domaines, c'est une banque française. Pour les énergies, c'est généralement Total. Pour les brasseries, c'est généralement Castel. Même si dans le pays, ça peut s'appeler Solibra, ça peut s'appeler, comment j'appelle ça, Brasserie du Cameroun. C'est Castel derrière, un groupe français. Pour les banques, j'ai déjà dit, pour les assurances, on a AXA dans beaucoup de nos pays ou d'autres assurances étrangères. Même si c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir un local qui se bat comme NCA en Côte d'Ivoire. Mais bien souvent, il n'est pas leader du marché. Il y a une assurance étrangère qui est au-dessus de lui. Et pour ce qui est de la cimenterie, on a déjà parlé de Lafarge. Lafarge, qui est le groupe français qui est leader dans beaucoup de nos pays. Lafarge Holcim, bien sûr. Il faut bien que vous compreniez comment fonctionne le monde, en fait. Le monde est dirigé par l'économique. C'est l'économique qui dirige le politique. Et ceux qui continuent de penser que c'est le politique qui dirige le monde n'ont pas compris grand-chose. Quand on dit par exemple que le président Macron est à la solde de ceux qui l'ont élu, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que quand quelqu'un veut devenir président, il a besoin d'énormément de fonds. Et sont ceux qui mettent l'argent sur la table, qui, une fois que la personne est élue, leur doit des services, leur doit des lois, ainsi de suite. Et donc, quand on est un industriel dans un pays, bien évidemment qu'on a ses assises, on a ses députés qu'on a dans la poche. Et on essaye de faire passer certaines lois qui vont nous privilégier. Nous, pas le pays, nous. Quitte à ce que ça défavorise l'économie du pays ou que ça tue toute concurrence. C'est ce que les entreprises et les industriels font partout dans le monde entier. Et donc, en Afrique, le problème, et c'est ce que Dangote disait, c'est que ceux qui détiennent les rênes du game, ce sont des multinationales étrangères. Donc, des gens qui sont en réalité là avec un objectif de faire sortir l'argent du pays pour aller enrichir d'autres endroits. Et ça, bien évidemment, c'est un véritable problème. Si on veut que les Africains redeviennent leaders, maintiennent, récupèrent leur autonomie, il faut certes de bons dirigeants politiques, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, mais il faut surtout de bons industriels. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on a un pays dans lequel on a de bons industriels, même quand un mauvais président arrive au pouvoir, il ne peut pas faire ce qu'il veut en fait. Parce que les industriels qui sont là ont déjà tellement d'intérêt. Prenez le cas par exemple du lobby des armes à feu aux États-Unis. Vous avez remarqué que quand un président démocrate arrive au pouvoir, que ce soit Joe Biden maintenant ou Barack Obama avant, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais le lobby des armes reste. Alors que ces gars-là sont contre les armes. Ils veulent que les lobbies des armes dégagent. Mais le lobby des armes est tellement puissant, tellement riche, que même si des Américains se tuent partout dans la rue tous les jours, ces gars parviennent à se maintenir dans le business et à gagner chaque année des milliards de dollars. Parce qu'ils sont économiquement très puissants. En fait, ce sont des éléments comme ça qui démontrent que ce sont ceux qui sont économiquement puissants qui dirigent. Imaginez une société qui a 10 000 salariés. 10 000 salariés. Et qui demande à un État de lui faire passer une loi. Si l'État refuse de lui passer la loi, il peut faire une grève, il peut décider de boycotter les choses. Qu'est-ce qui va se passer si un employeur qui a 10 000 personnes décide de fermer? Les États sont très apeurés à l'idée que ce genre de choses puisse se produire. Donc forcément, on va aménager les choses, on va écouter davantage cette personne, ainsi de suite. Et il ne faut pas croire que c'est particulièrement différent en Afrique. C'est ce qui se passe en Afrique. Les gens qui sont à la tête des business en Afrique sont généralement les étrangers. Prenez les hommes, les classements que vous voulez, tout ce que vous voulez. Quand on fait les classements des hommes africains les plus riches, on exclut toujours les expatriés là-dedans. Toujours. Parce que quand on va vous dire que l'homme le plus riche je sais pas moi, du Congo, c'est Moïse Katumbi, c'est un exemple. On va exclure tous les grands multinationales qui sont présentes dans le pays.
Au Cameroun, on va exclure les brasseries du Cameroun, on va exclure Total, on va exclure toutes ces entreprises qui font des chiffres faramineux. Et on va aller prendre le premier Camerounais qui est peut-être 20e dans le classement pour dire, ok, voilà le premier Camerounais qui est très riche. Oui, mais il y a beaucoup d'expatriés qui sont beaucoup plus riches que lui dans le pays. Et ce sont ces expatriés-là qui mènent la danse, qui font que nos pays sont toujours à la solde finalement de ces puissantes multinationales en fait. Le monde est dirigé aujourd'hui par des multinationales, par des entrepreneurs. Si vous voulez avoir un pouvoir de décision, en réalité, c'est dans les entreprises que ça se fait. Il faut créer une entreprise qui devienne suffisamment grande et influente pour que l'on ne puisse plus se passer de vous. Vous pensez qu'un président peut arriver au Nigeria et se fâcher avec Dangote? Dangote est trop puissant. Peu importe le président qui vient, qu'il soit de gauche, de droite, du nord, du sud ou de l'ouest, il doit s'accommoder avec Dangote. Parce que Dangote est trop puissant. Et en réalité, c'est ça le problème. C'est que Dangote dit qu'au Nigeria, des gens comme lui, il y en a plein. Des Tony Elumelu, des Mike Adenuga, des Nigérians qui détiennent leurs économies. Quand on va au Nigeria et qu'on regarde les top 10 des hommes les plus riches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Nigérians dans cette liste. Les principaux maillons de l'économie nigériane appartiennent aux Nigérians. Voilà pourquoi Dangote dit que l'économie nigériane est détenue par des Nigérians et nous avons notre destinée en main. Regardez par exemple Dangote. Est-ce que vous savez que Dangote déteste dormir hors de son pays? Dangote a un jet privé. Et la dernière fois, quand il est venu à Paris pour rencontrer le président Macron, il a quitté Lagos à 4 h du matin. Il est arrivé à 10 h à Paris. Il a fait sa réunion, il a fini de faire sa réunion vers 22, 23 h. Il a repris son jet et il est rentré chez lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas dormir hors de chez lui. Et donc, clairement, c'est pour dire que quand un Africain réussit et prospère, l'Afrique en bénéficie. Tous les investissements de Dangote sont en Afrique. Il n'est pas allé mettre son argent dans un paradis fiscal. Il le réinvestit dans son pays, dans son continent. Et c'est ça la différence en réalité entre les investisseurs africains et les autres. C'est que quand un Africain fait du business et qu'il commence à réussir, généralement, il diversifie son argent dans le pays, dans la sous-région, sur le continent. Or, les multinationales étrangères, dès qu'ils commencent à faire de l'argent, ils rapatrient ça dans son pays, ils ne réinvestissent pas. Bien souvent, ils trouvent des mécanismes pour ne pas payer d'impôts et partir avec le maximum d'argent. Donc, il y a vraiment un réel enjeu qui se joue au niveau de nos multinationales. Et j'espère que la jeunesse que nous sommes est consciente des enjeux et réalise vraiment l'intérêt d'entrer dans le business, mais avec de grandes ambitions. Les ambitions de devenir plus fort, plus puissant, plus stratégique que des gens comme Dangote, pour pouvoir enfin peser de manière équivalente dans le game. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un rappel qu'il faut que l'on ne perde pas de vue. C'est qu'on est dans une bataille économique. Et si on perd notre temps à faire les batailles de religion, les batailles d'ancêtres, les batailles de culte, les batailles de crâne, à mon avis, on est complètement à côté de la plaque. Les enjeux, ils sont ailleurs. Et il faut qu'on aille se battre pour rattraper le retard. Partagez et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ciao!